En novembre 2023, les habitants d'un immeuble ordinaire de 5 étages sur le prospect Oktyabrsky à Velikie Luki ont commencé à remarquer une odeur étrange. Au départ, elle était à peine perceptible, aigrelette, comme si quelque chose avait pourri quelque part, et personne n'y prêtait vraiment attention. Mais au bout de quelques jours, l'odeur s'est faite plus dense, plus lourde, et une semaine plus tard, elle était devenue si forte et si douceâtre qu'elle prenait à la gorge. Elle s'infiltrait par les grilles d'aération des cuisines et des salles de bain, montait d'étage en étage, et il était impossible de s'en débarrasser. Un des voisins a supposé que c'était un rat, qu'il s'était glissé dans le conduit de ventilation, y avait péri et se décomposait. Pour un vieil immeuble en panneaux soviétiques, c'est une histoire banale. Alors les résidents ont adressé une demande à la société de gestion et réclamé l'envoi d'un technicien. On leur a promis de s'en occuper, mais le technicien n'est venu ni le lendemain, ni la semaine suivante. Et l'odeur, elle, ne disparaissait pas. Alors les voisins se sont adaptés. Certains ont recouvert les grilles de ventilation avec du ruban adhésif, d'autres les ont bouchées avec des chiffons, on installait des désodorisants, on gardait les fenêtres constamment ouvertes, bien que l'automne froid soit déjà là. Mais dans la cage d'escalier, l'odeur persistait toujours. Effet notable, elle était particulièrement forte au 2e étage, devant une porte bien précise. Elle restait à l'écart. Parfois, on l'apercevait dans la cour, pas seule. Il y avait une plus jeune à ses côtés, toute petite. L'appartement n'attirait aucune attention. Pas de cris, pas de disputes, pas de fêtes bruyantes. Une vie ordinaire, en rien différente de celle des voisins. Et voici ce qu'il est essentiel de comprendre. Personne n'a frappé à cette porte. Personne n'a demandé si tout allait bien à l'intérieur. Il n'est même venu à l'esprit de personne de faire le lien entre cette odeur et cet appartement en particulier. Les voisins continuaient d'attendre le technicien. Ils envoyaient des relances à la société de gestion, se plaignaient entre eux. Et derrière le mur, l'odeur ne faisait que s'intensifier. Le 23 novembre, Vassia est entré dans la cage d'escalier de ce même immeuble de 5 étages. Lui, celui qui vivait séparément avec sa grand-mère dans une autre ville et ne venait que rarement. Il n'avait pas vu sa mère depuis longtemps, mais il avait sa propre clé de l'appartement et ce jour-là, il a décidé de lui rendre visite. Il a monté au 2e étage. L'odeur dans le couloir était épaisse. Mais Vassia, très probablement, n'y a pas prêté une attention particulière. Vassia est sorti de la pièce en courant, a saisi son téléphone et a immédiatement appelé sa grand-mère, Yelena. L'enregistrement de cet appel n'a pas été conservé. Mais ce que l'on sait, c'est qu'en quelques minutes, Yelena composait déjà le numéro de la police pour signaler ce qui s'était passé. Une patrouille est arrivée sur les lieux assez rapidement. Les agents sont montés au 2e étage et sont entrés dans l'appartement. L'appartement a été immédiatement mis sous scellé. La cage d'escalier a été bouclée et une équipe d'investigation criminelle a été appelée. Les enquêteurs ont commencé leur examen. Dans la cuisine, de la vaisselle non lavée, des restes de nourriture. Dans la salle de bain, des vêtements éparpillés. Et dans cette même pièce, sur le lit inférieur d'un lit superposé, quelqu'un y avait dormi encore récemment. Les draps étaient froissés. Diverses petites affaires jonchaient le sol tout autour. 2 niveaux d'un même lit. En bas, les traces d'une vie récente et ordinaire. En haut, ce qu'il en restait. L'appartement était verrouillé de l'intérieur par un seul verrou. Les fenêtres étaient intactes. Aucune trace d'effraction ni de tentative de pénétration depuis l'extérieur. Quoi qu'il se soit passé ici, cela s'est produit entre ces murs. Et celui qui en était responsable possédait une clé. L'équipe a travaillé dans l'appartement jusqu'à tard dans la soirée et ce qu'elle a découvert à l'intérieur dépassait de loin un appel de routine. Des sacs poubelles étaient partout, sur le sol, dans les coins, le long des murs. Les murs étaient défraîchis, le papier peint se décollait par plaques, des cafards rampaient dans la cuisine. Dans le couloir, on pouvait à peine se faufiler entre les amas de détritus. L'appartement semblait avoir été laissé à l'abandon bien avant l'arrivée de la police. Les 2 découvertes se trouvaient sur le lit supérieur, un lit superposé. Elles furent identifiées de manière préliminaire. Il s'agissait des plus jeunes membres de la famille, ceux qui vivaient dans cet appartement. L'un avait 4 ans, l'autre un peu plus d'1 an. À en juger par l'état de ce qui avait été trouvé, il se trouvait là non pas depuis un jour, ni même une semaine. Très probablement, depuis des mois. Dans la salle de bain, on découvrit autre chose. 2 chiens de race chihuahua.
On avait simplement cessé de les nourrir. La porte de la salle de bain avait été fermée et quelqu'un était parti. Sans eau, sans nourriture, sans la moindre chance d'en sortir, l'issue fut la même. Lorsque les enquêteurs consultèrent les documents relatifs à l'occupante de l'appartement, il s'avéra que la famille comptait 5 membres. 2 sur le lit supérieur. L'aîné, Vassia, celui qui avait fait la découverte. Une autre encore, la plus jeune, vivait avec sa mère dans ce même appartement. C'étaient vraisemblablement ses affaires qui se trouvaient sur le lit inférieur. Mais il y en avait une autre, l'aînée de celle qui était restée avec la mère. Elle ne se trouvait pas ici, pas à Velikie Louki, mais dans une maison particulière ailleurs, le village de Mokriki, district de Kounino, oblast de Pskov, à environ 100 km de la ville. Une seconde équipe d'enquête fut immédiatement dépêchée sur place. La maison se tenait à l'écart des propriétés voisines, calme, fermée, aucun signe de vie à l'extérieur. Lorsque les agents pénétrèrent à l'intérieur, le même tableau d'abandon, la même odeur. Sur le lit, sous une couverture, gisait la 3e découverte, l'aînée de celles qui étaient restées. 3 découvertes en une seule journée, 2 adresses différentes, à 100 km l'une de l'autre. Celle qui n'aurait dû se trouver dans aucun de ces 2 endroits fut retrouvée le même jour, le 23 novembre. Daria Sukhanova, 34 ans, cette même femme qui était l'occupante enregistrée de l'appartement du 2e étage. Elle ne se cachait pas, n'avait pas quitté la ville, n'avait pas tenté de fuir ni de disparaître. Elle vivait tout simplement chez son dernier compagnon, à quelques rues du prospect Oktyabrski, menant une vie ordinaire. Quand les policiers sont venus la chercher, elle s'est préparée calmement, sans questions superflues, sans aucune résistance. Lors de son premier interrogatoire, Sukhanova se comportait comme si elle se rendait dans le bureau de l'enquêteur pour une quelconque question domestique banale. Elle n'a pas pleuré, n'a pas refusé de répondre. Elle se tenait droite et parlait par phrases courtes et calmes. Les enquêteurs s'étaient préparés à l'hystérie, au silence, au déni, les réactions classiques dans de telles circonstances. Mais à la place, ils ont reçu une version des faits qui a plongé la pièce dans le silence. Sukhanova a déclaré que les 3 étaient partis dans leur sommeil, d'eux-mêmes. Cela s'était produit en août, disait-elle. Elle avait découvert qu'ils ne se réveillaient plus, d'abord l'un, puis quelque temps après, le second. Le 3e, selon sa version, avait connu le même sort, mais plus tard et dans un autre lieu au village de Mokriki. Elle présentait tout cela comme si elle décrivait quelque chose de parfaitement banal. Pas une tragédie, pas une catastrophe, juste un fait du quotidien qui s'était produit, et voilà. Les enquêteurs posèrent la question logique. Pourquoi n'avait-elle pas appelé les secours? Pourquoi n'avait-elle pas contacté la police? Sukhanova avait continué à percevoir les allocations de l'État pour les 3. L'argent arrivait chaque mois sur son compte. Aucune administration n'avait demandé de justificatif. Personne n'avait exigé de visite en personne. Personne n'avait vérifié si ceux pour lesquels les prestations étaient versées étaient effectivement présents. Le système transférait simplement l'argent automatiquement et personne ne posait de questions. 3 décès dans le sommeil, de même, à peu près au même moment. Une version à laquelle pas une seule personne dans cette pièce n'a cru. Les enquêteurs devaient comprendre à qui ils avaient affaire. Daria Sukhanova. Un nom, une adresse, une déposition. Il leur fallait désormais un profil. Ils commencèrent par son entourage. Ils retrouvèrent une ancienne collègue. Elles avaient travaillé ensemble dans un bar quelques années auparavant. Un établissement de quartier banal, un travail classique de serveuse. La collègue se souvenait d'une toute autre Daria, sociable, joyeuse, sans plainte sur la vie. Elle arrivait à l'heure pour ses services, s'entendait bien avec les clients, ne créait aucun problème, ni conflit, ni comportements étranges. Elle avait 25 ans à l'époque et déjà 2 fils. Les gens le savaient, mais cela n'attirait pas l'attention. Une jeune femme qui travaillait, qui s'en sortait, Daria n'avait jamais été mariée. Ses compagnons changeaient. D'abord, elle vivait avec un certain Artyom. Celui-ci, selon l'enquête, était le père d'un ou 2 des aînés. Puis, Artyom est parti. Un autre homme est apparu, puis un autre encore. Les relations ne duraient pas. Personne ne restait longtemps. Les hommes partaient et Daria continuait d'avoir des enfants. À 34 ans, ils étaient déjà 5, tous de pères différents. L'aîné, Vassia, vivait alors séparément. Les 4 autres restaient avec elle. Aucune des personnes interrogées n'a décrit Daria comme agressive ou instable. Pas de crise,
Pas d'éclat, pas de comportement inhabituel, calme, souriante, c'est ainsi que la décrivaient ceux qui l'avaient côtoyée. Les enquêteurs devaient trouver le point de rupture, le moment où cette Daria, sociable et apparemment sans problème, était devenue la femme assise en face d'eux dans le bureau d'interrogatoire. Pour l'instant, personne ne le voyait. Mais il y avait un point que l'enquête avait trouvé assez vite. Et il se situait 7 ans avant ce novembre 2023. L'année 2016, ce même appartement du prospect Oktyabrsky. L'un des plus jeunes de la famille Sukhanova, tout petit, jouait ce jour-là avec son frère aîné Vassia dans la chambre. Il se tenait devant une fenêtre ouverte. 6e étage, une chute. L'ambulance est arrivée sur les lieux, mais il n'y avait plus personne à secourir. Officiellement, ce qui s'était produit fut classé comme un accident. Un accident tragique, le genre de drame qui, malheureusement, survient dans les familles avec de jeunes enfants. Mais des sources proches du dossier ont employé un autre mot, mystérieux. L'endroit exact où se trouvait la mère à ce moment-là n'est pas précisé dans les documents disponibles. La question n'a jamais été publiquement clarifiée par les autorités de contrôle. Aucune procédure pénale n'a été ouverte à l'époque. L'enquête n'est pas allée au-delà d'une vérification préliminaire. Mais c'est précisément après cet incident que la famille Sukhanova est apparue pour la première fois dans le champ de vision des services sociaux et des forces de l'ordre. Et à ce même moment, un autre événement s'est produit, un événement qui, 7 ans plus tard, s'avérera décisif. La grand-mère Yelena est venue à Velikie Luki et a emmené l'aîné, Vassia, vivre avec elle dans une autre ville. Sans aucune procédure officielle, elle est simplement venue et l'a emmené. Sukhanova n'a pas résisté, n'a pas tenté de le récupérer, n'a émis aucune objection. À partir de 2016, Vassia a grandi chez sa grand-mère Yelena. Il est entré à l'école, est passé de classe en classe, a étudié, a fréquenté ses camarades. Yelena assistait aux réunions parents-professeurs, veillait à ses études et à son apparence. Une vie normale, ordinaire, celle qu'il n'aurait certainement pas eue s'il était resté dans cet appartement du prospect Oktyabrsky. C'est lui, désormais un écolier grandi, qui, 7 ans plus tard, sortirait sa clé de sa poche pour ouvrir cette même porte du 2e étage. Mais pour l'instant, en 2016, sa grand-mère l'a simplement emmené loin, sans peut-être comprendre elle-même pleinement de quoi elle l'éloignait. Après ce qui s'est passé en 2016, la machine étatique a tout de même réagi, au moins sur le papier. Daria Sukhanova a été inscrite sur une liste de suivi préventif. Des inspecteurs ont commencé à lui rendre visite. Les visites étaient planifiées, selon un calendrier. Des commissions, des contrôles, des procès-verbaux. Un inspecteur venait, consignait l'état de l'appartement, notait s'il y avait de la nourriture, si c'était propre, si toutes les personnes censées être présentes l'étaient. Sukhanova ouvrait la porte, montrait les pièces, répondait aux questions. Sur le papier, le contrôle fonctionnait. Très vraisemblablement, Sukhanova savait à l'avance quand la prochaine inspection aurait lieu. Elle avait le temps de se préparer, ranger le plus visible, aérer, poser quelque chose ressemblant à de la nourriture sur la table. Les inspecteurs voyaient ce qu'on leur montrait. Tout avait l'air normal. Cela a duré 4 ans. À chaque fois, le même rituel. Une visite, une inspection, un rapport, une case cochée. Année après année, le système consignait la même conclusion. Pas d'infraction, pas de plainte, pas d'incident. En 2020, la commission a pris une décision. Sukhanova s'était amendée. Le suivi était levé. Le contrôle prenait fin. À partir de ce moment, plus un seul inspecteur n'a franchi le seuil de l'appartement du prospect Oktyabrsky, ni en 2021, ni en 2022, ni à l'été 2023, quand derrière cette porte fermée commençait à se produire précisément ce que ces inspections étaient censées empêcher. Pendant 4 ans, le système avait observé. Puis il avait décidé que ce n'était plus nécessaire, et derrière cette porte ne restaient plus que ceux qu'il était censé protéger. À un moment donné, un autre enfant est apparu dans l'appartement. Sukhanova a accouché chez elle, seule. Elle n'a pas appelé les secours, n'a pas consulté, ne s'est pas rendue à la maternité. En 2023, le plus jeune est né. Lors de son interrogatoire, Sukhanova n'a pas été en mesure de donner sa date de naissance exacte. Elle ne la dissimulait pas. Elle ne s'en souvenait tout simplement pas, ni le mois, ni le jour. Elle n'avait pas retenu le jour où il était venu au monde. Aucun document n'avait été établi pour lui.
Ni acte de naissance, ni assurance, ni dossier médical. Aucune inscription à la clinique. Aucun médecin ne l'avait examiné. Aucune infirmière n'était venue en visite postnatale. Le pédiatre de quartier ignorait que quelqu'un était né à cette adresse. L'état civil l'ignorait. La caisse de retraite l'ignorait. Aucune base de données gouvernementale ne contenait la moindre ligne sur son existence. Pour le système, cette personne n'existait pas. Il était devenu invisible dès le premier jour. Ni numéro, ni inscription, ni mention. Nulle part. Dans aucun registre. La logique est simple. Pas d'enregistrement, pas de données. Pas de données. Personne à contrôler. Personne à contrôler. Personne à qui demander des comptes. Le cercle s'est refermé. Il était possible de naître, de vivre un certain temps et de ne laisser aucune trace. Pas un seul service, pas une seule personne dans la chaîne administrative n'en a jamais été informée. Andrei est resté dans l'appartement que l'État avait oublié depuis longtemps, mais il n'était pas le seul à s'y trouver. Et à quoi ressemblait leur quotidien? C'est une histoire en soi. Aucun des plus jeunes ne sortait dehors, jamais, ni dans la cour, ni sur le palier, ni au magasin, nulle part. L'appartement était le seul espace qu'ils connaissaient. La porte donnant sur la cage d'escalier ne s'ouvrait jamais pour eux. Derrière le mur vivaient des voisins, en bas des gens circulaient, dans la cour quelqu'un se promenait. Et de ce côté-ci de la porte existait un monde clos dont personne à l'extérieur ne soupçonnait l'existence. Aucun d'entre eux n'était inscrit ni à l'école, ni dans un établissement préscolaire. Marc, 4 ans, passait des journées entières assis dans un lit à barreaux, en couche, sans jouets, sans livres. Le lit se trouvait dans la chambre, et il y restait simplement pendant des heures, voire des jours entiers. Non pas parce qu'il ne pouvait pas en sortir, mais parce que c'était son seul endroit. Il n'en connaissait pas d'autre. Sukhanova allait et venait, elle avait sa propre vie en dehors de l'appartement. À l'intérieur, la nourriture apparaissait quand elle y pensait. Pas selon un horaire, pas selon une routine, quand l'idée lui traversait l'esprit. Parfois, elle ramenait quelque chose. Parfois, elle ne ramenait rien. Les intervalles entre ces apparitions pouvaient s'étirer. Les restes de ce qui avait un jour été de la nourriture traînaient sur le sol, sur la table, sur le lit. Personne ne nettoyait. Pas de promenade, pas d'air frais, aucun contact avec quiconque au-delà de ces murs. Un isolement total, pas verrouillé de l'extérieur, pas imposé de manière formelle, mais absolu dans les faits. Nulle part où aller. Personne vers qui se tourner, et personne dehors ne soupçonnait même que quelqu'un se trouvait derrière cette porte, et cela a continué non pas un mois, mais des années. Mais l'été 2023 a marqué le tournant. L'appartement du prospect Oktyabrsky a changé, des gens ont commencé à y venir. Sukhanova s'est mise à organiser des soirées, de l'alcool, des connaissances de passage du quartier, des gens d'anciens cercles. Ils arrivaient le soir, restaient tard dans la nuit, parfois jusqu'au matin. Selon l'enquête, parmi les habitués figuraient des personnes qui consommaient des substances. Les groupes changeaient, les visages changeaient, mais le fond restait le même. De l'alcool et des inconnus dans un appartement où, dans la pièce d'à côté, se trouvaient les plus jeunes de la famille. Que se passait-il exactement lors de ces soirées ? Qui venait et dans quel état repartait? L'enquête a reconstitué cela par la suite à travers les témoignages des voisins et des connaissances. Puis, les absences se sont allongées. 2 jours. 3. Sukhanova fermait simplement la porte à clé et partait. Les enfants restaient seuls. Le plus jeune n'avait pas encore 1 an. Pas de nourriture, pas d'eau, et personne non plus à leur côté. C'était un système. L'enquête considérera par la suite que ce qui se produisait ne relevait ni de la négligence, ni d'un simple laisser-aller. La thèse était plus sévère. Une privation systématique de nourriture, un schéma de comportement établi. Elle partait, les laissait seuls et revenait quand elle le jugeait bon. Chaque absence durait plus longtemps que la précédente. Les conditions dans l'appartement avaient atteint un point critique. Le dénouement approchait. Août 2023. Sukhanova est revenue dans l'appartement après plusieurs jours d'absence. Ce qui s'est exactement passé à l'intérieur ce soir-là n'est connu que par ses propres déclarations, faites à l'enquêteur plusieurs mois plus tard. Il n'y avait aucun autre témoin dans l'appartement. Marc était dans son lit, il pleurait. Sukhanova s'est approchée et s'est assise sur le bord. Ce qui s'est passé ensuite a duré 5 minutes. Marc s'est tu. Sukhanova s'est levée et a quitté la pièce.
Plus tard, lors de son interrogatoire, elle a tout décrit en 3 phrases. Ce qu'elle a fait, comment et combien de temps cela a duré, d'une voix égale, sur un seul ton, sans hésitation. Quand on lui a demandé de répéter, elle a répété mot pour mot, comme des instructions apprises par cœur. L'enquêteur a demandé pourquoi. Elle est restée silencieuse. Non par obstination, non par peur. Elle n'avait tout simplement rien à dire. Ni mobile, ni élément déclencheur, ni même une description cohérente de ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Rien. Le vide. 5 minutes, ce n'est pas un instant. C'est suffisant pour s'arrêter. Elle ne s'est pas arrêtée. Sukhanova n'a composé aucun numéro. Mark est resté dans l'appartement, là même où tout s'était produit. Elle a continué à vivre comme si rien n'avait changé. Il gisait là où elle l'avait laissé. Et il fut le premier, mais pas le dernier. 1 semaine et demie s'est écoulée. Pendant tout ce temps, Mark est resté dans l'appartement, dans la même chambre. Sukhanova n'a rien entrepris. Elle ne l'a pas déplacé, n'a rien dissimulé, n'a rien sorti. Elle l'a simplement laissé là et a continué sa vie habituelle. 1 semaine et demie côte à côte avec ce qu'elle avait fait. Puis elle s'est approchée d'Andrei. Il avait environ 6 mois. Ils se trouvaient dans le même appartement, dans le même espace où, 1 semaine et demie plus tôt, tout avait commencé. Sukhanova a répété la même chose. Le même silence ensuite. Entre le premier et le second, 14 jours. Pas des minutes, pas des heures, mais des jours. C'était une répétition. L'enquête qualifiera plus tard les faits en ces termes précis, non pas comme 2 épisodes distincts, mais comme une série. Lors de l'interrogatoire, elle a décrit cet épisode sur le même ton, avec les mêmes mots. Puis elle les a pris tous les 2 et les a portés sur le lit supérieur du lit superposé. Elle a posé l'un sur l'autre, les a recouverts de couverture, soigneusement, avec application, comme on borde quelqu'un qui s'est endormi. Ce n'était pas une tentative de dissimulation, c'était plutôt une mise en scène. La couverture, la disposition, tout donnait l'impression que quelqu'un dormait simplement sur le lit du haut. C'est ce que Vassia découvrirait plus tard, 2 sur le lit supérieur. Mais dans l'appartement restaient encore Nastia et Stecha. Sukhanova a rassemblé les filles et est partie. Elle a fermé l'appartement à clé et n'y est jamais revenue. Elle les a emmenées à Mokriki, cette même maison particulière du district de Kounino que l'enquête ne découvrirait qu'en novembre. Mais à l'époque, à la fin de l'été, c'est elle-même qui y était arrivée avec les 2 filles. La maison était inhabitable, pas d'électricité, pas d'eau courante, des murs, un toit, une porte, et c'est tout. Fin août, dans l'oblast de Pskov, c'est encore supportable. Mais devant elle s'étendait septembre, octobre, novembre. Les nuits s'allongeaient, l'air se refroidissait, et à l'intérieur de ces murs, aucune lumière ne s'allumerait. Sukhanova avait choisi un endroit aussi éloigné que possible de toute attention. Pas une ville, pas un bourg, un village où les maisons étaient espacées les unes des autres, où pour atteindre les voisins les plus proches, il fallait marcher. Un endroit où l'on pouvait vivre des semaines sans qu'une seule personne le sache. Pourquoi elle a amené les filles précisément ici? Les documents du dossier ne l'expliquent pas clairement. Peut-être fuyait-elle l'odeur, qui dans l'appartement fermé devenait chaque jour plus forte. Peut-être voulait-elle se trouver là où il n'y aurait aucun témoin. C'est garanti. Peut-être les 2 à la fois. Une chose que l'enquête a établie avec certitude, Sukhanova a quitté cet endroit et a emmené avec elle celle qui était encore en vie, dans une maison où aucune lumière ne brillait. Il est également important de comprendre que Stecha avait un père, Rouslan. Il la prenait chez lui pendant des semaines, lui achetait des vêtements, faisait des scènes à Sukhanova à cause des pieds sales et de l'apparence négligée de l'enfant. Stecha était la seule que la mère emmenait dehors et dont elle postait des photos sur les réseaux sociaux. Mark, Andrei, Nastia, pour tous les 3, la case « père » était vide. Personne ne rendait visite, personne ne demandait de nouvelles, personne ne venait vérifier. Mark, selon Sukhanova, était aussi de Rouslan, mais celui-ci refusait de le reconnaître. Et à partir de ce moment-là, pour Mark, le lit à barreaux a commencé. Pas une seule photographie de lui vivant. Lors de l'interrogatoire, Sukhanova a tout expliqué elle-même, de cette même voix égale. Elle n'a pas touché à Stecha parce que le père participait à sa vie. Il aurait remarqué, il aurait commencé à chercher. Mais ceux que personne ne surveillait, ils ont disparu. Celle qu'au moins une personne observait, elle est restée. Sukhanova a elle-même formulé cette logique. Elle évaluait les risques.
elle choisissait. Et si c'est du calcul, alors elle est responsable. Si elle est responsable, elle assume pleinement. Mais l'expertise psychiatrique dirait autre chose. Cela, cependant, était encore loin. Pour l'instant, Sukhanova était revenue à Velikie Luki avec Stecha, dans ce même appartement où, sur le lit supérieur, restait ce que personne n'aurait jamais dû voir. Stecha dormait en bas, sur le lit inférieur du même lit superposé. 3 mois se sont écoulés ainsi. Sukhanova ne vivait pas dans l'appartement en permanence. Elle allait et venait, chez son dernier compagnon, à quelques rues du prospect Oktyabrski. Parfois elle emmenait Stecha avec elle, parfois non. Quand elle ne l'emmenait pas, Stecha restait seule dans cette même chambre où, sur le lit supérieur, sous les couvertures, ce qui s'y trouvait depuis août continuait de s'y trouver. Août, septembre, octobre, novembre. En 3 mois, l'odeur avait imprégné les murs, les meubles, les affaires. Cette même odeur que les voisins avaient prise pour un rat dans la ventilation. Stecha vivait à l'intérieur, mangeait, dormait, respirait, dans un espace qui devenait chaque semaine plus insupportable. Savait-elle que ceux au-dessus n'étaient pas des frères endormis? Comprenait-elle, du haut de ses 5 ans, ce qui se passait? Cela ne figure pas dans le dossier. Des médecins et des psychologues ont travaillé avec elle par la suite, mais les résultats n'ont jamais été publiés. Ce que l'on sait, c'est ceci. Quand Stecha a été retrouvée, elle était en vie, mais dans un état qui nécessitait une intervention médicale immédiate. 3 mois, pas des jours, des mois. Un appartement fermé, des ordures, des cafards, des restes de nourriture sur le sol, une mère qui apparaissait quand elle le voulait, et le silence au-dessus du lit. Et au-delà de ces murs, Sukhanova menait une vie dans laquelle rien de tout cela ne semblait exister. Pendant 3 mois, elle n'a pas simplement gardé le silence, elle a bâti un système. Elle mentait différemment à chacun, et chacun s'en contentait. Elle a empêché la grand-mère Yelena d'entrer dans l'appartement pendant toute cette période. Yelena venait, Sukhanova ne la laissait pas entrer. En même temps, elle-même rendait visite à sa mère, apportait des courses, bavardait. Quand Yelena demandait des nouvelles des petits-enfants, elle répondait calmement « Tout le monde est vivant, tout va bien, Nastia va à l'école, les petits sont à la maison ». Pas un seul de ces mots n'était vrai. Sur les réseaux sociaux, elle continuait d'entretenir son compte. Prenait soin de son apparence, soignait son image. En automne, une connaissance est venue la voir dans l'appartement loué où elle vivait avec son dernier compagnon, Pavel. L'ambiance était ordinaire, rien qui ressemble à un squat. Parallèlement, elle se rendait au magasin d'alcool plusieurs fois par jour. Ces mêmes 60 000 roubles continuaient d'arriver chaque mois sur son compte pour les 3. Et pendant ces 3 mois, aucune administration n'a demandé de justificatif, ni la protection de l'enfance, ni les services sociaux, ni la caisse de retraite. Le système payait automatiquement et ne posait aucune question. Si Vassia n'était pas venu le 23 novembre, nul ne sait combien de temps cela aurait encore duré. Sukhanova a changé sa version 3 fois. D'abord, elle a pleuré. Elle a dit qu'ils étaient partis dans leur sommeil, d'eux-mêmes. Puis elle a dit autre chose, qu'il n'y avait rien pour les nourrir, que c'était la faim. Et puis, lors de la reconstitution, elle a tout montré elle-même. Le comité d'enquête a diffusé la vidéo. On y voit Sukhanova debout dans l'appartement, à côté de l'enquêteur. Elle s'approche du lit et montre. Elle s'est assise, a couvert la bouche et le nez avec sa main. Elle a maintenu. Puis le 2e épisode. La même méthode, 1 semaine et demie plus tard. Puis le 3e, un mokriki. À la question « Pourquoi ?», la réponse qui suivit est celle que tous les médias du pays allaient reprendre. J'étais fatiguée de m'en occuper, fatiguée d'entendre les pleurs. 2 par suffocation, le 3e, selon l'accusation, de la même manière. Le récit d'une maladie dont aurait souffert Nastia a été écarté par l'enquête. Aucune trace de maladie n'a été trouvée. Charges supplémentaires, cruauté envers les animaux, pour les 2 chiens enfermés dans la salle de bain, et escroquerie. Après tout cela, elle avait continué à percevoir les allocations et détourné plus de 80 000 roubles. Fatiguée. Était-ce une explication ou un symptôme? Comme on l'apprendra plus tard, la réponse à cette question viendrait de l'expertise psychiatrique. Sukhanova a été envoyée à Moscou, au centre de psychiatrie Serbski, la principale institution du pays pour ce type d'affaires. Le principe de la responsabilité pénale. La question posée aux experts était unique.
Comprenait-elle ce qu'elle faisait au moment où elle le faisait? Si oui, une condamnation pleine et entière? Sinon, un traitement psychiatrique obligatoire, sans durée déterminée au sens classique du terme. Et voici la contradiction que les experts devaient résoudre. D'un côté, une femme qui expliquait calmement lors de l'interrogatoire pourquoi elle n'avait pas touché Stecha, le père l'aurait remarqué, qui avait menti à sa mère pendant 3 mois en disant que tout le monde était en vie, qui entretenait ses réseaux sociaux, percevait les allocations, soignait son apparence. C'est le comportement de quelqu'un qui anticipe les conséquences. De l'autre, une femme qui décrivait ce qu'elle avait fait sans la moindre émotion, comme si elle récitait des instructions, qui n'avait fait aucune tentative pour dissimuler ce qu'elle avait laissé dans l'appartement, qui ne se souvenait pas de la date de naissance de son propre fils. Calcul ou déconnexion? Les experts devaient tracer cette frontière. Pendant que Sukhanova se trouvait à Moscou, sa détention provisoire a été prolongée. L'audience s'est tenue à distance, elle ne pouvait pas revenir à temps dans l'oblast de Pskov. Le résultat de l'expertise allait tout déterminer. Et il ne serait pas celui que l'on attendait. L'expertise a rendu ses conclusions. Sukhanova souffrait d'une maladie mentale. Selon la page publique, citoyen de Velikie Luki et l'enquête de la Komsomolskaya Pravda, les experts ont conclu qu'au moment de ces actes, elle n'avait pas conscience de leur nature et n'était pas en mesure de les contrôler. Cela signifiait une seule chose, non pas une colonie pénitentiaire, mais un traitement psychiatrique obligatoire. L'instruction était terminée, le dossier a été transmis au tribunal. Le tribunal ne détermine pas la durée de la peine, mais la nature des mesures médicales. Stecha a été confiée à son père, Rouslan, celui-là même qui venait la chercher, la gardait pendant des semaines, lui achetait des vêtements, celui grâce à qui elle a survécu. Vassia est restée avec sa grand-mère Yelena, et dans le dossier, il restait encore quelque chose. Des témoins ont raconté aux journalistes que Sukhanova avait été enceinte et avait accouché à plusieurs reprises, mais que certains des nourrissons avaient ensuite disparu. Aucune confirmation n'a été rendue publique par l'enquête, mais la question est restée en suspens. Et il n'y a toujours pas de réponse. 3 confirmés. 1 en 2016, dans des circonstances mystérieuses, et un nombre inconnu de ceux dont peut-être personne ne saura jamais rien. Elle choisissait qui garder. Elle disait être fatiguée, mais la fatigue n'explique pas 3 répétitions. Elle était inscrite sur une liste de suivi et en a été retirée. Pas un seul inspecteur n'a franchi le seuil de l'appartement pendant 3 ans. L'argent continuait d'arriver pour ceux qui n'étaient plus là. La réponse n'est pas seulement dans sa tête. Elle est derrière chaque porte fermée que personne n'a pris la peine d'ouvrir. Que pensez-vous de cette vidéo? Écrivez-le en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne, mettez un pouce bleu. À la prochaine.